bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwen TV dans la série Ordinaire Extra. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'Alexandra Dugast qui va nous parler de sa vie ordinaire, ponctuée d'extraordinaire, avec de fabuleux changements et de nouveaux projets pour ces années à venir. Bonjour Alexandra. Bonjour Gwen et merci beaucoup pour cette proposition d'interview. Oui, avec plaisir. Alors du coup, tu vas nous parler un petit peu de ta vie, ce qu'elle était encore il y a 10-15 ans, une vie classique. Comment c'était ? Alors en fait, oui, une vie assez classique, une enfance classique, avec des parents classiques, voilà. Et puis des études de sport en fait. Voilà, je suis rentrée en école de sport à l'âge de 18 ans. J'ai eu une adolescence un petit peu tumultueuse parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement vivante. Je suis quelqu'un qui aime l'aventure, voilà, motivée par toutes ces choses-là. Et donc l'école de sport m'a vraiment bien convenu. En plus, c'était à Dinard, dans un cadre plutôt sympathique. Voilà, et puis ces 2 années donc d'études de sport. Et en fait, à la fin de ces 2 années, j'aurais pu, avec mes brevets d'État, partir à l'aventure, justement, faire des saisons, et voilà, et c'est un peu ce qui m'animait. Et puis finalement, à la sortie de ces études-là, eh bien, j'ai décidé, alors est-ce que c'était vraiment consciemment, je ne peux pas le dire vraiment, mais en tout cas, j'ai décidé finalement d'aller là où je pensais qu'on voulait que j'aille, et de rentrer dans les cases, en fait, de rentrer dans le moule, chose que je n'avais jamais fait jusque-là. Et donc, j'ai rencontré un homme avec lequel je me suis mariée, et puis on a eu une vie tout à fait, comment dirais-je, classique, hein, c'est-à-dire on s'est mariés très rapidement, on a eu un premier enfant assez rapidement. Après ce premier enfant, on a acheté une première maison, et puis j'ai repris des études, je suis devenue infirmière, voilà, et puis on a eu un deuxième enfant. Voilà, une vie ordinaire, vraiment, voilà, en gros 2 fonctionnaires, et puis 2 maisons, 2 voitures, 2 belles petites filles, voilà, tout semblait... Mais en fait, je crois que j'étais pas heureuse. Oui. Il y avait quelque chose en moi qui étouffait, mais j'en avais pas vraiment conscience. En fait, finalement, c'était la normalité. J'étais rentrée dans le moule. Je convenais, oui, à la société. Et donc, voilà. Et puis, le premier grand virage, en fait, arrive lorsque donc mon ex-mari, en fait, travaillait à France Télécom. Et France Télécom, un jour, propose des voyages de type éco-solidaire dans 2 pays différents. Il y avait le Kenya, chez les Maasai. Le titre s'appelait « Je serai un Maasai ». Et un autre voyage, je crois que c'était au Vietnam. Et en fait, c'était un tirage au sort pour pouvoir participer à ce voyage parce que c'était en fait le CE de France Télécom participait de manière très importante, ce qui fait qu'on pouvait partir 15 jours, je crois, pour 350 € par personne. Voilà, c'était juste incroyable. Et en fait, moi, je suis pas du tout joueuse, donc voilà, cette histoire de tirage au sort, je me suis dit bon bah voilà, ça sert pas à grand chose. Et puis finalement, on l'a fait. Et c'était quand même un tirage au sort important puisque c'était sur tout le Grand Ouest et il y avait 12 places. Et en fait, on a été tiré au sort. On a été tiré au sort pour partir au Kenya, chez les Maasai. Et donc là, c'était pour moi le premier grand voyage chez un peuple que je ne connaissais pas. En tout cas, je pensais ne pas les connaître. Et en fait, ce qui a été la première chose extraordinaire, c'est que lorsque j'ai commencé du coup à m'intéresser au peuple Maasai, parce que j'allais aller chez eux, je me suis rendu compte que j'avais plein de Maasai dans ma maison, en fait. C'est-à-dire que j'ai un grand tableau qui fait 1 mètre sur 1 mètre que j'avais demandé à mon papa de me peindre sur palette, en fait. À la base, c'était une carte postale que j'avais trouvée qui me plaisait. En fait, ce sont des Maasai. Ensuite, j'ai une petite statue haute comme ça. En fait, c'est un guerrier Maasai. Il a la lance, l'habit rouge, les bijoux, enfin voilà. Et voilà, en fait, finalement, dans ma maison, il y avait déjà les Maasai, mais je ne savais pas que c'était les Maasai. Ouais. Donc voilà. Et puis donc on est parti pour ce voyage. Et là, ça a été vraiment
extrêmement surprenant pour moi, puisque arrivé là-bas, en fait, alors j'étais un peu décontenancée parce que donc le Kenya, c'est un pays anglophone, et moi je ne parlais pas un mot d'anglais. Mais quand je dis que je parlais pas un mot d'anglais, je ne parlais vraiment pas un mot d'anglais. Je devais avoir 1 de moyenne en anglais, il me semble, en première. Voilà, et donc j'étais un petit peu frustrée parce que je comprenais pas tout ce qui se disait. Mais j'avais la chance d'avoir un guide, non Maasai mais Kenyan, qui parlait extrêmement bien le français en fait. Il s'appelait Aimé, ce monsieur. Et voilà. Et un jour, peut-être au bout de 2-3 jours, on marchait en brousse en fait, et c'était très bizarre. Mon corps tremblait à l'intérieur en fait. Je vibrais. Enfin, c'est difficile d'expliquer, mais vraiment c'était cette sensation que j'avais. Et mon être, en fait, mon corps, criait un mot. Je sais, ça peut paraître étonnant, mais criait un mot, et ce mot, c'était freedom. Et même si ça peut paraître surprenant, je ne savais pas ce que voulait dire freedom. Et donc, je demande à Aimé, mais Aimé, je comprends pas. Mon corps écrit à l'intérieur, quoi. Et en fait, je lui dis, ça dit freedom, hein, freedom, voilà. Et en fait, il me dit, mais ça veut dire liberté. Et j'entends ce mot-là, mais je prends pas conscience de grand-chose à ce moment-là. J'entends juste ce qu'il me dit. Ce que j'oublie de vous dire aussi quand même, ce que j'oublie de te dire, Gwen, et qui est aussi quand même surprenant parce que ça m'arrivera plusieurs fois au cours de mes voyages, je suis partie avec un lumbago carabiné au Kenya. Vraiment carabiné au point d'avoir des injections pour essayer que je puisse quand même être bien. Eh bien, arrivé en terre Maasai, ça a totalement disparu. Et donc ce voyage, voilà, cette rencontre, en fait, elle bouleverse ma vie d'entrée de jeu. C'est-à-dire que je les rencontre, j'ai l'impression d'être chez moi, d'être venue sur ma terre, alors que je ne connais absolument pas l'Afrique. Et pendant ce voyage s'opère déjà une première phase de transformation. Ce que le papa de mes filles supporte pas, en fait. Je pense que ça lui fait peur, il me voit m'ouvrir, il me voit... Oui, vraiment c'est ça, quelque chose se réouvre en moi en fait, je reconnecte des choses. Alors là je le dis avec le recul, avec mes mots d'aujourd'hui, à cette époque-là j'avais pas du tout ces mots-là en fait, j'avais pas la capacité de mettre des mots aussi clairs qu'aujourd'hui sur ce que je ressentais. T'étais plus spontanée, plus naturelle dans ce que tu es vraiment, ou comment ça se manifestait? Non, ma spontanéité elle est aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il fallait vraiment que j'avais des tas de couches que j'avais mises comme un oignon. On pourrait me comparer à un oignon en fait, sur lequel j'avais vraiment mis des tas de couches en lien avec l'éducation, en lien avec la vie, en lien avec ce qu'on pense que les autres veulent de soi. Enfin bon, voilà, en lien avec certainement ma petite fille blessée à l'intérieur. Enfin voilà, et j'avais tout ça appelé en fait, et ça a été un long trajet, mais en tout cas non, donc je redécouvrais des choses, il y avait comme des reviviscences, des choses qui remontaient mais qui étaient aussi surprenantes quoi. Donc voilà, ce voyage se passe et en fait à la fin du voyage, on le voit sur les photos de ce premier voyage, à la fin de ce premier voyage je repars avec 2 cannes cassées en 2 avec à nouveau un lumbago carabiné. J'arrive en France et en fait, là, je n'ai plus qu'une idée, y retourner. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai qu'une idée, y retourner. Ça devient... Déjà là, l'appel, il est vraiment fort, quoi. Et puis, une semaine après, en fait, ma vie je chamboule réellement ma vie puisque je quitte le papa de mes filles, je prends mes 2 filles et je m'en vais. Je ne sais pas vraiment pourquoi je le fais à ce moment-là. Mais en fait, ils ont réouvert en moi mon besoin de liberté, mon besoin d'aventure, mon besoin d'être, tout simplement. Je crois que mon être étouffe, quelque chose de mon être profond étouffe. Je l'étouffe depuis des années et là, les Maasai, je pense, ont réouvert ça, quoi. De par leur façon d'être, leur authenticité, leur amour, enfin voilà. Et donc, à partir de là, je mets tout en œuvre quand même pour essayer d'y retourner. Donc, je fais des recherches, je m'interroge, je suis en contact avec mon ami Maasai sur place. Enfin, voilà, j'essaye de mettre plein de choses en place. Et je rencontre une jeune femme qui est allée, en fait, que j'ai aidé mon amie sur place à organiser son voyage à elle, en fait. Et puis, on va se rencontrer, on va devenir amis. Et on décide d'y repartir ensemble, en fait. Donc, 9 mois après... Je vais repartir de nouveau, mais cette fois juste mon sac à dos et je vais, voilà, avec juste un billet, enfin un vol sec, quoi. Sauf que la vie, elle est particulière et elle réserve des surprises. Et en fait, quelques mois avant de repartir,
je rencontre le représentant en France du peuple Maasai, le spécialiste, donc Xavier Perron. Et en fait, cette rencontre est magique puisque, voilà, dès la première fois où on s'est rencontrés, on ne s'est plus quitté en fait. L'amour naît de cette rencontre et on partage cette passion commune pour ce peuple, quoi. Et en fait, à partir de là, je pense que Xavier va m'initier, en fait, va me transmettre tout ce que lui, il a appris. Et donc là, ma vie, alors je vais aussi raconter ces anecdotes-là parce qu'elles sont quand même juste extraordinaires. En fait, avec Xavier, on décide qu'on n'aura pas d'enfant tout de suite parce que moi j'ai 2 filles, il a une fille aînée également et on c'est bien comme ça. Et puis on a envie d'aventure, on a envie de voyager, voilà. Enfin moi je suis portée par cette énergie-là. Et en fait, 8 mois après notre rencontre, chose qui ne devait pas arriver, normalement, si on ne comptait pas sur l'univers et sur la vie pour faire ce qui est prévu pour nous, je me retrouve enceinte. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 3 mois après notre rencontre, au cours d'une conversation avec Xavier, on décide donc de ne pas avoir d'enfant et je lui dis, tu sais, si on avait dû avoir un enfant, on aurait eu un fils et il se serait appelé Simon. Et en fait, au moment où je lui dis ça, je lui dis ça spontanément, sauf que quand je faisais mes listes, quand j'attendais mes 2 filles, avant de savoir que c'était des filles, le prénom Simon n'est jamais venu dans mes listes, jamais. Bon, voilà, je lui dis ça. Et puis, quelques mois après, je me retrouve enceinte. Enfin, j'apprends que j'attends un bébé. Phase difficile parce que pour moi, j'étais passée à autre chose. Et en fait, si on repart quelques mois en arrière, donc ça c'est en juillet, l'arrivée du bébé, enfin en tout cas la grossesse, et quelques mois avant, on descend en Lozère parce qu'on va aller s'installer en Lozère avec Xavier et mes filles, et en fait en Lozère on y va d'abord tous les 2 pour aller trouver une maison, et je vais aussi dans le service où je vais travailler parce que je vais rencontrer l'équipe avec laquelle je vais travailler, service de l'hôpital. Et en fait quand j'arrive devant l'hôpital et qu'on me présente mon service s'appelle Simon. Mais évidemment, je ne fais aucun lien. La fille de Xavier vient nous voir cet été-là en vacances et elle nous parle d'un livre qu'elle a étudié, elle était en 3e à l'époque. Et dans son livre, elle nous parle d'une famille recomposée. Cette famille recomposée a un enfant, enfin voilà, les parents ont un enfant qui s'appelle Simon. On ne fait toujours pas cas. Et puis, Agathe, donc ma fille la plus jeune, qui à l'époque avait 3 ans et demi, rentre à l'école et revient avec un petit livre, Mon petit frère Simon. Là, quand même, on s'est dit, il y a un truc. Et en fait, Xavier me disait, mais de toute façon, moi, j'ai aucun doute, ça va être un fils et il va s'appeler Simon. Moi, j'étais un peu plus dubitative, douteuse. Voilà, j'avais pas la foi que je peux avoir aujourd'hui. Et voilà. Et donc, on décide finalement de pas demander ce que c'est, de garder la surprise. Et puis, à l'écho du 5e mois, on va chez le gynéco et Xavier fait une blague en disant c'est un garçon et le gynéco en fait dit oui vous avez raison. Donc on apprend que c'est un garçon. Entre-temps on avait annoncé la grossesse au Maasai et il nous avait dit voilà ça va être un fils et vous allez l'appeler Olemayana. Donc bon Olemayana on savait que ça voulait dire celui qui bénit et qui est béni. Et donc ce jour-là, quand on apprend que c'est un fils officiellement, on va dans une librairie pour regarder un livre des prénoms, pour aller voir la signification de Simon, parce que pour nous, il allait s'appeler Simon. Et en fait, Simon et Olemayana, ça veut dire la même chose. Donc, fait des frissons. Hein. Donc en fait, Simon, sur son état civil, s'appelle Simon Olemayana, puisque c'est son prénom, et c'est voilà, enfin c'est juste incroyable. Donc voilà, ça une année donc en Lozère et puis on vit des événements un peu perturbants qui font qu'on décide de repartir en fait et de venir s'installer à Angers parce qu'il y a ma famille, parce qu'à l'époque il y avait Gabrielle, la fille de Xavier et donc c'était on rassemblait en fait la famille ici. Et puis voilà, on s'est installé. Moi j'ai repris le travail et en fait à partir de là ça a été un petit peu compliqué en fait. Moi j'étais pas très bien dans le service où je travaillais, les choses se sont compliquées, enfin voilà, et puis j'ai fait un burn-out sévère puisque j'ai été arrêtée 3 ans
Ce burn-out chez moi, c'est pas traduit par de la dépression, c'est traduit par des crises d'angoisse, en fait, des attaques de panique, avec des angoisses de mort vraiment très très fortes. Mais ce qui était surprenant, c'est que malgré toute cette souffrance, parce que ça a été une période très douloureuse, eh bien, j'étais accompagnée par les Maasai, en fait. Ils étaient là. Je savais que leur énergie était là. On communiquait. Je savais que même s'il y a des moments où vraiment je me disais, je vais jamais m'en sortir, quoi. Et en fait, cet amour, en fait, inconditionnel qu'ils me portent, m'a vraiment à ce moment-là quand même portée et accompagnée tout au long de ce chemin de ces 3 années. Et puis ensuite, donc voilà, ça c'est une première chose. Alors à ce moment-là, j'ai tout fait, hein. J'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de l'hypnose, j'ai rencontré aussi, ça m'a permis de m'ouvrir. J'ai rencontré des gens surprenants qui vivaient les mêmes choses, des gens qui s'en étaient sortis. J'ai vraiment ouvert tout un panel, toute une porte sur les soins alternatifs en fait. Et puis, parallèlement à ça, en fait, pendant mon arrêt, ma fille, à l'époque qui avait 15 ans, a été embrigadée par les réseaux sociaux, c'est passé par les réseaux sociaux. Et donc, elle a fait partie de ces jeunes embrigadés dans les réseaux de Daesh, en fait. Et donc là, ça a encore été une épreuve incroyable, mais pour laquelle je n'ai absolument aucun regret aujourd'hui, parce que là aussi, ça m'a permis vraiment, vraiment, vraiment de toucher du doigt et même de palper très fort ce qu'est l'amour inconditionnel. Et combien cette énergie-là que m'ont transmis les Maasai, puisque c'est auprès d'eux que je l'ai vraiment, je pense, vécu dans ma chair la première fois, eh bien cet amour-là, il soulève des montagnes. Même si c'est souffrant, même si c'est douloureux, même si il y a des jours où on a envie de baisser les bras, où on a envie de tout lâcher. Mais en fait, non, parce que l'amour inconditionnel fait qu'on n'abandonne pas. Alors, l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire tout laisser passer, tout laisser faire. Non, pas du tout. C'est assurer une constance, en fait. C'est garantir à l'autre que quoi qu'il arrive, eh bien, on sera là, quoi. Quoi qu'il arrive, on sera là. Et aujourd'hui, je sais que c'est ce que font les Maasai pour moi. Quoi qu'il arrive, ils sont là, quoi. Et donc voilà, donc là, ça a été un long combat, un combat riche, puisque ça m'a fait voyager, ça m'a fait, voilà, ça m'a fait, comment dirais-je, me dégager aussi de toutes les attentes qu'on a pour nos enfants, de tous les désirs qu'on a pour eux, et apprendre à renoncer. Parce que finalement la vie proposait d'autres choses, apprendre à concilier. Enfin voilà, ça a été un véritable apprentissage aussi, une vraie richesse, à me confronter à mes peurs les plus comment dirais-je, fortes, la peur de voir ma fille partir, de la perdre à tout jamais, enfin voilà, parce que c'était le risque à chaque instant quand même de dormir devant ma porte, parce que je me disais le lendemain matin elle sera plus là quand je vais me réveiller, enfin voilà. Ça a été aussi apprendre à se positionner, à être ferme. Enfin voilà, ça a été un véritable apprentissage. Et puis en fait, les choses se sont très bien finies, puisqu'aujourd'hui elle va très bien et qu'on a pu retrouver le lien qui nous unissait. Parce que ce lien, ce n'est pas qu'il était cassé, mais c'était très compliqué. Il y avait certaines choses auxquelles je n'avais plus accès en fait chez ma fille. Voilà. Et puis quand ça a été passé, en fait, donc ces 6 années un peu rock'n'roll, on va dire ça comme ça, mais à la fois pendant ces années-là, les Maasai étaient présents, même si je n'étais pas sur place. Et puis ça a été une grande ouverture pour moi. J'ai rencontré des tas de gens ouverts à autre chose, ouverts à cette dynamique d'amour de son prochain, d'amour de l'autre, de l'ouverture au monde qu'on ne voit pas. Voilà, à toutes ces choses-là. Et puis à la foi. Et puis, lorsque ça a été mieux, en fait, avec Xavier, on a décidé, parce qu'on était pas mal sollicité pour ça, de mettre en place, en fait, des voyages spirituels pour aller à la rencontre des Maasai sur place, en fait, et avec l'enseignement de Xavier. Donc, à partir de là, on s'est mis à co-animer et co-organiser ces voyages. Et là, à y aller 3 à 4 fois par an. Et en fait, chez moi, dès qu'on a commencé à... Moi, je me souviens de ce premier voyage où il a fallu que je remonte dans un avion, où il a fallu que parce qu'avec les angoisses, il y avait beaucoup de choses que je ne faisais plus.
Et là, voilà, je me relançais. Et en fait, ça a été juste un cadeau merveilleux. Et donc, pendant ces 4 années, on a fait ces voyages, 3 à 4 fois par an. Et en fait, plus j'y allais, sur place, c'était... Comment dirais-je, je sentais mon être complètement épanoui, complètement ouvert, et en fait, plus ça allait, et plus revenir en France devenait extrêmement douloureux, en fait. C'est-à-dire que j'avais vraiment cette sensation d'être coupée en deux et d'avoir une partie de mon cœur, au-delà des mots, voilà, dans ma chair qui restait là-bas, quoi. Et à la fois, quand je me disais comment aller y vivre, je me disais, c'est pas, enfin voilà, comment faire ça? J'ai des enfants, je voyais pas de solution, enfin ça me paraissait difficilement envisageable, et à la fois ça me déchirait de me dire que ça paraissait difficilement envisageable. Et puis il y a 1 an et demi, toujours au cours de ces voyages, un jour, trois jeunes Moranes sont arrivés nous rejoindre. En fait, on dormait dans l'habitat des chasseurs-cueilleurs, donc c'est comme une grotte, hein, imaginez une énorme roche, et puis une excavation à l'intérieur, et donc on dormait à cet endroit-là. Et ces 3 Moranes sont arrivés pour nous rejoindre ce soir-là. Et en fait, ils dégageaient une énergie, j'avais déjà rencontré des Moranes, mais ces 3-là dégageaient une énergie très particulière, de puissance et à la fois de sensibilité, de fragilité. Enfin, ils incarnaient vraiment quelque chose de très beau, de très puissant, mais à la fois de très doux. Morane, c'est quoi Morane pour les personnes qui... Alors, ce n'est pas la chanteuse Morane. Pardon. Les Moranes, en fait, je suis désolée. Dans la culture Maasai, en fait, dans les passages d'âge, on va dire ça, comme ça chez les Maasai, à un certain âge, en fait, les enfants, les jeunes adultes, enfin on va dire les adolescents, peuvent devenir des Moranes. Donc devenir un Morane, en fait, c'est rentrer dans l'école initiatique pour devenir un homme chez les Maasai. Donc c'est une période de leur vie où ils vont laisser pousser leurs cheveux, en fait, où ils vont vraiment cultiver la beauté physique, du côté vraiment du féminin sacré, quelque chose de cet ordre-là. Ils sont très beaux, ils prennent soin d'eux, ils mettent de l'ocre, ils se coiffent, ils se parent de parures multicolores, enfin voilà. Et en fait, ils vivent entre eux, avec leurs jeunes sœurs, et aussi des anciens qui viennent leur enseigner, en fait, toute la sagesse et toute leur connaissance du monde, des plantes, des relations humaines, de la nature, des éléments de la vie, en fait, de la vie. Ils vont aussi s'initier au jeu de l'amour, ils vont y apprendre à ne pas être jaloux, à ne pas posséder, à être dans le partage, ouais, ils vivent en communauté, quoi, vraiment, avec tout ce que ça peut englober de beau, en fait. Donc voilà, c'est ça, c'est cette période-là, qui peut durer 5 ans, 10 ans, en fonction de quand est-ce qu'ils rentrent dans le clan des Moranes. Et donc là, dernièrement, en fait, les derniers Moranes viennent de sortir de cette tranche d'âge-là, avec une grande cérémonie qui s'appelle Leunoto, qui est une cérémonie qui dure sur 6 mois, en fait, pour laquelle on construit un village éphémère. Et puis ensuite, il y a 6 jours de cérémonie auxquels j'ai pu participer, là, au mois d'août. Et au bout de ces 6 jours, ils sont rasés et passent à l'étape d'Olpayani. Ils vont donc être en âge de pouvoir se marier, avoir des enfants. Et donc, voilà, c'est une classe d'âge, en fait, on va dire ça comme ça. Voilà ce que sont les Moranes. Ils représentent vraiment la culture et la spiritualité Maasai, vraiment. Avec la complémentarité du masculin et du féminin qui donne cette 3e catégorie qui serait le féminin sacré ou le masculin sacré. Et donc voilà, alors je ne sais plus où j'en étais, donc arrivent ces 3 Moranes dans la grotte, et en fait, voilà, la nuit arrive, ils chantent, voilà, on se couche, et alors, très étonnamment, moi je me couche dans la grotte, et en fait ils se couchent à mes pieds. Ils se couchent à mes pieds, bon, voilà. Et puis le lendemain, on se rencontre davantage parce que le jour est là, parce qu'on va essayer d'échanger un petit peu. Et en fait, le lien très fort se crée immédiatement avec ces 3 jeunes Moranes. Et à partir de là, en fait, ça va être de plus en plus difficile de partir parce qu'ils vont revenir sur plusieurs voyages.
Et on va commencer à communiquer entre les voyages comme on peut, parce qu'ils n'ont pas vraiment de réseau, mais en tout cas, dès qu'on peut, on communique. Et puis cette envie irrépressible d'être avec eux, quoi, de vivre. Et moi, ce qui est très surprenant, c'est qu'à l'intérieur de moi, quand je les vois chanter et danser, j'ai l'impression d'être un Morane, quoi. C'est-à-dire que je crois que dans une autre vie, j'ai été Morane, Gwen. Je crois vraiment que j'ai été Morane, parce que... En fait, je peux danser comme eux, je peux chanter comme eux, ça les fait beaucoup rire, parce que du coup, je me mets dans la peau d'un homme alors que je suis une femme. Mais vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, en fait, parallèlement à ça, dans ma vie avec Xavier, les choses évoluent, en fait, et on sent que, voilà, on n'a plus vraiment les mêmes attentes pour certaines choses, les mêmes envies. Et donc petit à petit, on ne peut pas parler de distance, c'est pas ça, mais quelque chose se distend quand même, se dissout, se transforme, et donc on décide de se séparer en fait. De se séparer, mais on cohabite toujours, et ça se passe très bien, et voilà, et de transformer. Alors évidemment, au début il y a de la douleur, c'est certain, mais notre idée quand même, c'est de transcender ça, et de pouvoir transformer l'amour qui nous a unis pendant 10 ans en un amour qui va rester, alors d'une manière complète, il prend une forme différente cet amour-là, mais on a vraiment envie, une fois que la période de la douleur est passée, de transmuter ça, quoi, et d'en faire quelque chose de beau en fait. Et ce à quoi on travaille aujourd'hui. Et donc, pour la partie Maasai, en fait, moi je suis toujours quand même hyper perturbée avec cette envie d'y retourner. Et puis là, en mai, j'y retourne à nouveau, et là c'est la révélation suprême, quoi. C'est-à-dire que là je me dis non mais c'est pas possible, quoi. Il faut que je trouve des solutions, et à la fois je suis malheureuse parce que je trouve pas de solution, je vois pas comment c'est possible, j'ai pas les moyens financièrement, je suis fonctionnaire, donc si j'arrête, si je prends une dispo, j'ai plus d'argent, enfin voilà, et à la fois quelque chose en moi crie, faut que c'est là-bas que tu dois être, quoi. Et puis les gens me le disent, les gens me le renvoient dans les voyages, mais comment ça se fait que t'as pas encore ta maison ici, comment ça se fait que tu vis pas là, on te sent tellement épanouie, rayonnante, puis moi je le sens à l'intérieur, mes enfants me le renvoient aussi, enfin bon voilà. Donc voilà, je rentre de ce voyage, et puis j'en parle à mes amis, je dis oh, c'est dur quand même, j'ai vraiment envie d'être là-bas, je vois pas, faut pas que je me trompe, et comment faire, voilà. Alors les gens me disent ça viendra, et puis bah voilà, j'y pense jour et nuit, je dirais, et en fait là les choses vont commencer à s'emballer. Je pense qu'elles s'emballent aussi parce que dans ma tête je commence à vraiment mettre une stratégie en place, enfin j'y pense, j'essaie de construire quelque chose, et surtout j'y mets mon énergie et j'y mets mon engagement, c'est-à-dire que à l'intérieur de moi quelque chose fait que je sais qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose, quoi. Et donc, un soir du mois de juillet, là, c'est le soir de l'éclipse de lune, je vais chez un couple d'amis à qui, évidemment, je parle des Maasai, je parle de mon amour pour ce peuple, de mon envie d'y aller, et aussi de ma tristesse de ne pas trouver de solution. Et là, ils me disent alors, Alexandra, tu vas écrire une lettre à l'univers. Alors, ah bon, écrire une lettre à l'univers, tiens, voilà, quelque chose que je ne connaissais pas. Enfin, j'avais déjà entendu parler, mais je m'étais jamais prêtée à le faire. Et donc, bon, alors au début, voilà, puis en fait, très vite, j'accepte, quoi. C'est des gens en qui j'ai pleinement confiance, je sais que c'est que de la bienveillance et de l'amour, donc j'y vais. Ils me donnent un papier, un crayon, et j'écris ma lettre à l'univers. Et dans cette lettre, Gwen, je dis, ben voilà... j'aimerais, univers, j'ai besoin de ton aide, je voudrais aller vivre chez les Maasai, je voudrais pouvoir monter un projet de type éco-solidaire pour pouvoir continuer à transmettre leur sagesse et leur spiritualité, puisque aujourd'hui on va dire, l'autorisation, c'est pas en ces termes-là, mais Xavier aujourd'hui me donne complètement... carte libre pour pouvoir aussi mettre à profit toute l'initiation que je reçois depuis 10 ans, et aussi tout son enseignement. Il me permet vraiment de le transmettre, parce que aujourd'hui, voilà, au contraire, il me dit vas-y, donc c'est chouette, c'est très riche. Et donc je demande à l'univers ça en disant voilà, moi ce que je veux c'est continuer à transmettre. Je suis convaincue que les peuples premiers sont notre second souffle à nous les occidentaux, et je veux pouvoir continuer à être
comme un pont en fait entre l'Occident et le peuple Maasai pour continuer à ce qu'ils puissent eux transmettre qui ils sont, transmettre leurs valeurs, transmettre leur sagesse avec cet amour et cette simplicité qu'ils ont. Parce que c'est pas dogmatique en fait, c'est à vivre. Voilà, j'ai écrit ça dans ma lettre et puis je dis qu'en fait je veux partir vivre là-bas, donc il me faut des moyens pour pouvoir partir vivre là-bas avec mes enfants et voilà, j'écris ça dans ma lettre, puis je demande aussi à ce que les choses se passent en douceur avec Xavier dans le travail qu'on est en train de faire autour de notre séparation. Et je demande ça à l'univers, avec une somme précise, parce que j'ai écrit que je voudrais 20 000 € avant le mois de janvier. Voilà, et donc je rentre chez moi et je mets cette lettre sous mon oreiller. Et 3 jours après, je suis au travail et je reçois un messenger. Et dans ce messenger, une personne chère à mon cœur, que tu connais très bien, me propose un projet juste incroyable. Alors je suis assise sur ma chaise de bureau, et heureusement, parce que je pense que je tombais par terre. Et là, tu me proposes, parce que je vais le dire, c'est toi qui me proposes ce projet incroyable de pouvoir monter un projet de ce type éco-solidaire au Kenya, chez les Maasai. Et là, je suis en gratitude pour toi, évidemment, mais je suis en gratitude pour l'univers. Je me dis, mais c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer, quoi. Et tu me parles d'argent par rapport à ce projet, et la somme dont tu me parles, je me dis, mais c'est dingue, c'est la moitié de ce que j'ai écrit dans ma lettre, quoi. Et c'est ce qui va permettre vraiment d'avancer ce projet. Et voilà, tu vois, j'en prends encore ma respiration parce que je suis tellement touchée, puis dans une gratitude infinie, quoi, pour toi, pour l'univers, enfin pour ce qui est en train de se passer de magique, quoi, par rapport à cette lettre. Et donc, à partir de là, on commence à travailler. Cet été, je dois y aller, donc j'en parle à mes amis Maasai, à Moran, puisqu'ils étaient encore Moran à ce moment-là. Et évidemment, ils sont enthousiastes, quoi, parce que là, ce que je leur propose, c'est pas de l'occidentalisation, c'est au contraire de mettre en avant qui ils sont, ce qu'ils font, toutes leurs valeurs et toute leur richesse, et combien ce qu'ils sont peut nous aider, nous occidentaux, à mieux vivre en Occident et à revenir à des valeurs essentielles, à l'amour, à notre essence d'être. Puisque là-bas, en fait, ils sont dans une telle authenticité qu'il n'y a pas de masque, hein, on est, ouais. Et donc, je reviens en disant c'est merveilleux, on se connecte, tout ça. Et puis, il y a maintenant 15 jours, le week-end, je suis dans ma salle et je me dis, je vais projeter mon projet sur un tableau de vision. Tu m'avais suggéré de faire un tableau de vision. Donc, je prends le tableau de vision, je prends une toile, puis très naïvement, j'y projette notre projet, puisqu'on va en parler en ces termes-là, j'y projette notre projet. Et j'y projette de l'amour. Il y a des cœurs partout sur ce tableau parce que je crois que c'est ce qui te guide, ce qui me guide et ce qui guide les Maasai. Cette énergie d'amour qui est juste merveilleuse. Et donc, je fais ça. Et puis après, je l'admire. Je t'envoie une photo d'ailleurs, il me semble. Et je remonte dans ma chambre. Et puis j'ai quand même un petit fond de tristoun parce que fondamentalement, la terre Maasai me manque et que j'ai envie d'être là-bas. Et donc, dans ces cas-là, je prends mes baskets et puis je vais marcher. Avec mon chien, c'est un moment où je m'oxygène, où je reviens à la terre, j'éprouve les choses dans mon corps. Et puis, c'est un moment qui est important pour moi. Ça aussi, d'ailleurs, j'en parle pas là, mais de se remettre en mouvement, en fait, dans mon corps, me remettre en mouvement dans mon corps, ça a vraiment été quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi toutes ces années-là, les années un peu douloureuses. Bon bref, et donc me voilà partie marcher. Et 1 heure à peu près après que j'ai commencé ma balade, je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui a fait un voyage avec nous déjà, avec Xavier et moi-même au Kenya, et qui dit qu'en fait ce voyage l'a aidé à vraiment se transformer, en fait, à aller vraiment beaucoup mieux, à s'ouvrir à des tas de choses, et voilà. Et puis elle est venue aussi faire 3 jours de formation à la maison. Une formation qu'on a créée et qu'on donne avec Xavier en duo.
Et voilà, et donc je lui explique, puis elle n'était pas du tout au courant, et donc je lui explique le projet, quoi. Et en fait, elle me dit, oh là là, mais j'ai des frissons, Alexandra, c'est tellement juste ce que tu me racontes, ça va être merveilleux, enfin, je sais tellement l'amour que tu as pour ce peuple, je suis tellement contente pour toi, voilà, c'est génial, c'est juste, enfin bon, elle s'enthousiasme. Et puis, et donc je continue, je lui dis, bah tu vois, là, maintenant, il va falloir que l'univers continue à me répondre. C'est ce que je lui ai demandé dans ma chambre, en fait, en lui disant, écoute, il faut que tu m'aides encore, parce que, oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand je suis remontée dans ma chambre un peu tristoune, je reprends ma lettre à l'univers, je la relis, et je dis à l'univers, mais je te remercie pour ce que tu as déjà fait, mais il me faut encore de l'argent, parce qu'en fait, comme je suis fonctionnaire, au moment où je vais poser une dispo, j'aurai plus du tout de revenus. Et moi, je veux y aller avec mes 2 enfants, m'installer là-bas. Et que ça entraîne évidemment des frais importants, d'assurance, d'école, de billets d'avion, enfin bon voilà. Et qu'il faut, le temps que le projet se mette en route, il faut que je puisse vivre en fait, en sécurité, en me sentant sereine sur ce plan-là. Et donc voilà, et donc pendant la balade, j'explique tout ça à mon amie. Et en fait, elle me dit, mais Alexandra, c'est dingue, mais je te donne 5 000 euros. Et là, à nouveau, j'ai failli tomber par terre. Je ne suis pas tombée. Mais là, à nouveau, je me sens envahie par une gratitude infinie et je me dis, mais en fait, Alex, n'aie aucun doute, tu es sur ton chemin, quoi. Tu es tellement sur ton chemin, tes demandes doivent être finalement tellement justes que ça arrive, quoi. Et ça, en fait, je tiens vraiment à en parler parce que ça veut dire que si ça m'arrive à moi, ça peut arriver à chacun d'entre nous à partir du moment, je pense, où les demandes sont justes et où ça correspond à ce qui nous est vraiment, comment dirais-je, à ce que la vie prévoit pour nous, on va dire ça comme ça, quoi, à notre destin, à notre chemin, voilà. Donc écoute, voilà Gwen, voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc je vais partir, maintenant j'en ai la conviction profonde, fin mai, j'en ai même parlé au travail puisque j'ai parlé de poser une dispo en expliquant pourquoi. Et donc voilà, je vais partir, je pense, fin mai. Enfin, je pense pas, je vais partir fin mai avec les enfants. Et donc là, ce qui me reste aujourd'hui à faire, eh bien, c'est en fait Là, je suis en plein travail sur moi-même pour arriver à être dans la demande d'aide, en fait, parce que finalement, alors autre que la demande à l'univers, la demande aux gens qui m'entourent, pour m'aider, m'accompagner financièrement, en fait, voilà, pour que je puisse avoir cet argent nécessaire. Bon, en gros, il me faudrait 10 000 euros, alors comme ça peut paraître incroyable, mais j'y crois, parce que je pense que fondamentalement, la raison est juste, enfin la raison de ce départ, mon engagement pour ce peuple et puis l'engagement pour mon chemin de vie, pour mes enfants, pour cette expérience incroyable que je vais leur permettre de vivre, puisque on va vivre dans une maison traditionnelle, en bouse, sans eau, sans électricité, enfin on revient vraiment aux sources. Et voilà, j'y crois vraiment. Donc là, je suis en train de travailler sur cette capacité à demander de l'aide, à remettre aussi l'argent à sa place d'énergie, comme quelque chose qui doit circuler en fait. Et donc voilà, j'en suis là avec une joie infinie pour ce projet. Chez les Maasai, on parle d'Enshipai, c'est vraiment une des bases de leur culture et de leur spiritualité. Ils sont dans la joie, en fait, c'est pas une joie feinte ou une joie forcée, ils sont dans la joie vraiment, ils sont la joie. Et la joie, c'est l'expression la plus pure de l'amour, en fait, voilà. Et donc Enshipai, on dit, et voilà, donc j'ai cette joie en moi et voilà, parce que je sais que je vais partir, quoi, et que je vais en fait ce que j'aurais pu réaliser quand j'avais 20 ans et partir à l'aventure, c'est maintenant que je vais le faire, en fait. Il m'a fallu toutes ces années, toutes ces traversées pour en arriver à la construction de mon être aujourd'hui. Et pouvoir enfin réaliser ce rêve. C'est-à-dire que pendant des années, je pense que j'ai pu rêver ma vie. Aujourd'hui, je vais vivre mes rêves. Et ça, c'est juste un cadeau incroyable, quoi. Bon. Voilà. Et quelles sont les grosses peurs, les grosses barrières là qui te restent encore à dépasser et tout ce que tu as à faire concrètement, parce qu'un projet de vie comme ça, emmener ses 2 enfants dans un autre pays, tout abandonner ici. Là, quelles sont vraiment les étapes et est-ce que tu as des idées, des moyens pour combiner tout ça? En fait, alors les peurs, c'est très surprenant en fait. Les peurs, je les ai eues avant.
Aujourd'hui, j'en ai plus. C'est très surprenant parce que, en fait, ça peut paraître dingue. Enfin, il y a un côté un peu qui peut paraître dingue de déraciner tout le monde pour partir vivre au fin fond de l'Afrique parce que là, je vais à 3000 mètres d'altitude, en pleine forêt sacrée, dans un lieu où il n'y a personne à part les animaux sauvages et les Maasai. Voilà, c'est vraiment un lieu isolé. Enfin, mais en fait, j'ai plus de peur. C'est-à-dire que la force de l'amour est tellement puissante qu'elle a pris la place des peurs. Alors évidemment, au début, ça m'a demandé de les regarder. Alors les peurs, peur de manquer, peur d'être malade, peur d'embarquer mes enfants dans une aventure égoïste, peur de tout plaquer ici et si jamais ça marchait pas là-bas et comment je fais pour revenir. Enfin voilà, c'est des peurs de ce type-là en fait. Mais aujourd'hui, j'en ai plus. En fait, aujourd'hui, je n'ai plus de doute par rapport à ça. Et peur du jugement des autres ou pas? Non, pas peur du jugement des autres. Il n'y a pas eu ces peurs-là? Ces peurs-là, je les ai pas parce que je pense que ça, c'est des choses que j'ai dépassées depuis longtemps. Et puis, en fait, à chaque fois que j'ai pu en parler, finalement, ça a été très bien reçu, quoi. Les gens sont sûrs. Alors, les gens qui me connaissent bien sont pas surpris parce que ça fait 10 ans qu'ils me voient m'épanouir absolument merveilleusement quand je suis en compagnie des Maasai. Les gens qui connaissent pas mon histoire sont plutôt... En fait, ils me disent « Ah là là, quel courage !» Alors moi, je réponds souvent « Non, mais en fait, pour moi, le courage, c'est de rester ici, aujourd'hui. » Ce qui est dur. Ce qui est dur pour moi, c'est d'être ici. Voilà. Donc, non, j'avais pas la peur du jugement des autres. Alors après, tu me demandes les étapes. Là, il y en a des étapes. Bon, déjà, il y a la concrétisation du projet sur lequel tu travailles ardemment quand même. Et puis, les idées qui mûrissent. Et puis après, ça va être des étapes plutôt d'ordre matériel. C'est-à-dire qu'il va falloir... heureusement, je ne suis pas propriétaire. Donc, ça, c'est déjà... J'ai pas de biens à vendre, voilà, de gros biens à vendre. Mais il va falloir que je vide ma maison. Il va falloir concrètement que je vide ma maison, si je peux vendre certaines choses, c'est bien parce que ça va renforcer ma cagnotte pour partir. Mais si ça passe pas par là, ça passera par autre chose. Mais en tout cas, il va falloir que je vide ma maison parce qu'on va emmener très très peu de choses, vraiment très très peu de choses. L'idée là, c'est vraiment de se délester. C'est rigolo parce que à propos de se délester, hier, 2 fois dans la journée, je croise un écureuil. Une fois en forêt, là je me dis c'est normal. Sauf que l'écureuil, il me regarde, il joue. Enfin, ça a duré un moment, c'était vraiment surprenant. Bon, mais j'étais en forêt, donc je me dis c'est normal. Et puis, en fin de journée, je passe chez mon médecin, j'avais une ordonnance à récupérer. Et là, sur le parking, en plein centre-ville d'Angers, un écureuil qui me regarde et tout. Et je me dis quand même, c'est dingue. Et du coup, le soir, j'avais rendez-vous avec une amie qui tient une librairie. Et je dis donc, donne-moi un livre là sur les animaux totems que je regarde. Et en fait, l'écureuil, il amasse. Mais on parle de lui en disant qu'en fait, il récolte ce qu'il sème parce qu'il oublie une grosse partie des choses qu'il ramasse et qu'il cache. Et donc, en fait, ça pousse ces choses-là après. D'accord. Donc il récolte ce qu'il sème et puis à la fois c'était l'enseignement d'être capable de se délester et de laisser tout ce qui ne sert plus en fait. Et moi ça va vraiment être ça parce que là il faut vraiment que je me déleste de tout. Alors des fois quand je regarde la maison je me dis oh là 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 comment je vais faire. Mais en fait je vais m'y prendre étape par étape. C'est-à-dire que je pense que pièce par pièce je vais commencer par trier, donner, vendre. Enfin voilà ça va se faire. Je suis finalement assez sereine, ça va se faire. Après les autres démarches c'est sur le plan administratif. Donc là, je commence un peu à regarder comment ça va se passer, parce que je déscolarise les enfants. L'idée, c'est aussi, dans ce budget que je cherche pour moi, c'est que je veux aussi alors, ils seront déscolarisés la première année, mais je veux en revanche qu'ils aient un professeur d'anglais pour pouvoir être bilingue au moins au bout d'1 an. Enfin voilà, qu'il y ait au moins cette première année qui puisse leur permettre en fait d'être dans l'échange plus facilement avec un maximum de personnes, même s'il y a beaucoup de Maasai qui parlent pas anglais, mais je sais qu'avec le contact, ils vont apprendre le Maa aussi assez rapidement. Après, c'est les histoires d'assurance. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses administratives en fait qu'il va falloir gérer. Et puis trouver, voilà, de quoi subvenir à tes besoins quand même avec tes enfants les premiers mois. Et c'est voilà. ça, cette cagnotte, c'est ça en fait. Cette donc cagnotte. Tu parles d'une cagnotte, donc tu vas. Elle n'est pas faite encore la cagnotte, c'est-à-dire que.
Voilà, c'est vraiment, je te dis, je suis vraiment en travail sur cette question de demander de l'aide, de demander de l'argent en fait. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, surtout que c'est pas de l'argent que je vais rendre, c'est de l'argent que les gens me donneraient, comme l'a fait mon ami là avec les 5 000 euros. Donc là, je suis vraiment au travail avec ça. Il faut que je crée cette cagnotte et puis ensuite que je la mette en ligne. Voilà, une cagnotte en ligne où chacun, même, il n'y a pas de petite non, là, tout est bon. Voilà, que des petites aux grandes aides, là, tout est bienvenu, puisque l'idée, c'est vraiment de nous aider avec mes 2 enfants. Donc, j'ai pas dit, mais en fait, j'en ai 3 et il y en a 2 qui viennent, parce que l'aînée, elle vit sa vie aujourd'hui. Mais du coup, j'ai donc Simon qui a 8 ans et puis Agathe qui a 13 ans. Là-bas, on les appelle Nasseriane et Olemayana. Et donc, voilà, c'est pour financer en fait vraiment notre installation, pour pouvoir vivre en fait cette première année sereinement, en attendant que notre projet soit vraiment en place et puis que ça démarre, quoi. Donc, il faut effectivement que je passe ce cap. D'accord, Et donc, tes enfants, ils ont envie de partir aussi, hein. C'est ça, c'est l'envie est pour tout le monde. Bah, c'est ça. En fait, les enfants, ce qui est incroyable, c'est qu'ils y étaient jamais allés depuis ces 10 années. Et en fait, cet été, j'ai eu l'opportunité de les prendre avec moi et de les emmener avec moi. Donc, on est partis tous les 3. Et avec quand même l'idée, moi je leur avais dit que je voudrais aller vivre là-bas. Enfin voilà. Et donc, c'était l'idée d'un test aussi. Et en fait, ça a été pour eux une révélation aussi. C'est-à-dire que dès les premiers instants au contact des Maasai, en fait, ils se sont sentis vraiment accueillis, ils ont adoré, enfin voilà, et donc ils sont prêts. Ils sont fondamentalement prêts. D'ailleurs, ils en ont déjà parlé à leur professeur, à l'institutrice, au prof principal pour ma grande, en disant mais je finirai pas l'année, je partirai fin mai. Enfin voilà, ils ont prévenu leurs copains, leurs copines. Moi, je trouve ça super surprenant. Alors le petit, ça me surprend moins, mais ma pré-ado là, enfin voilà. Et en fait, ça a été des larmes pour rentrer. Elle a été vraiment conquise par cet accueil en fait. Donc voilà. eux, ils sont prêts à faire l'écureuil et à délester même tous leurs alors, amis. ils ont du mal avec les Playmobil. Ils voudraient garder les Playmobil. Oui. Donc là aussi, il va y avoir un vrai travail à faire avec eux sur ce qui est essentiel à emporter et puis ce qu'on peut laisser. Alors je sais pas, tu vois, je sais pas encore si je me délaisse de tout. Est-ce que je loue ou trouve un endroit où stocker certaines choses. Voilà, j'en suis là de ma réflexion, mais ce qui est sûr, c'est que je pars, quoi, de toute façon. Bon, t'es preneuse d'idées de gens qui ont déjà carrément, bien sûr, changer de vie, changer de pays. Mais complètement. Moi, je me dis que cette aventure va aussi me permettre de rencontrer des rencontres incroyables. Moi, j'admirais les gens qui partaient 18 mois en camping-car, voilà. Et aujourd'hui, ça va être moi qui pars à l'aventure. En plus, chez les Maasai, donc ouais, au contraire, je suis preneuse de tous les échanges, de toute la richesse de ce que va m'apporter aussi ce projet incroyable. Enfin, incroyable et à la fois presque normal pour moi. Et il y a quelque chose de vital aujourd'hui pour moi. C'est-à-dire que je dois aller là-bas. Ma place est là-bas. J'en ai aucun doute, quoi. Si tu avais un petit conseil à donner à ceux qui nous écoutent sur tout ce que tu as pu expérimenter dans ta vie ou quelques éléments de la sagesse Maasai qui pourraient aider les personnes qui vont rester vivre ici, qui ne vont pas avoir la chance d'être au contact. Alors, je crois que dans la vie, rien n'est permanent. Donc, même lorsqu'on a des phases difficiles, évidemment, quand on a le nez dedans, quand on est en plein dedans, c'est difficile de penser comme ça. Mais il faut, je pense, essayer de garder la petite étincelle qui est toujours là, animée à l'intérieur de soi, et se tourner vers elle. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est par exemple chaque soir, avant de m'endormir, de repenser à 3 moments heureux dans ma journée. Chaque matin, avant de me réveiller, de remercier parce que finalement, j'ouvre mes yeux ce matin, je suis vivante, je respire, je peux me mettre debout, je peux bouger. Tu vois, c'est des toutes petites choses comme ça. Dès que j'avais une petite joie, en fait, j'imaginais à l'intérieur de mon ventre une boîte à soleil. J'ouvrais cette boîte et je mettais cette belle chose que je venais de vivre. Alors cette belle chose, c'est des choses toutes simples. Un oiseau qui chante, le sourire d'un enfant, une herbe qui pousse dans le trottoir. Tu vois, tout ce que je peux trouver beau, bien de l'accumuler en fait. Et dans les moments difficiles, d'avoir cette capacité à revenir à l'intérieur de cette boîte à soleil en fait, de cet endroit où j'ai eu de la joie en fait.
Et ça fait partie de la sagesse Maasai, puisqu'ils sont dans l'Enshipai, la joie en permanence. C'est pas la joie à tout prix, c'est la joie en permanence. C'est-à-dire que quelque part en soi, on a toujours des souvenirs de joie. Tu vois, quelque chose auquel on peut se raccrocher. Donc voilà un des premiers conseils, en tout cas une des premières choses que j'ai pu constater. Et puis, dans les choses que j'ai pu et en lien avec la sagesse Maasai, elle est basée sur la non-dualité, ou en tout cas le fait qu'on n'oppose pas les contraires. Mais au contraire, ça forme une paire. C'est-à-dire que chez nous, on va opposer le jour et la nuit, la gentillesse, la méchanceté, le blanc, le noir, enfin bon, voilà. Chez les Maasai, il n'existe pas de noir sans blanc, il n'existe pas de nuit sans jour, et donc on ne les dissocie pas. Et donc dans la vie, en fait, l'idée c'est d'essayer au maximum d'être dans la non-résistance et d'accueillir tout ce qui se passe, que ce soit négatif ou positif. Alors évidemment, il y a des épreuves majeures où c'est facile pour moi de dire ça. Tu vois, je sais qu'il y a des épreuves majeures, mais quand même, il y a cette petite flamme là qui est là, qui est en vie, et vraiment d'essayer de pas rejeter ce qu'on considérerait comme négatif, mais plutôt de l'accueillir et de voir ce que ça va donner en fait. Parce que je pense vraiment aujourd'hui que tout a un sens. Tout ce qui nous arrive a du sens. Même dans les choses vraiment difficiles, ça a un sens. Et ça prend sens. Alors, ça prend jamais sens quand on y est. Mais c'est quelques années plus tard que ça prend sens. Voilà. Donc, c'est ces choses-là. Et puis de l'amour, les Maasai considèrent que l'autre est le prolongement d'eux-mêmes. Et donc, ils ne feraient jamais de mal à l'autre, mais ils ne se font pas de mal à eux. Ils sont bienveillants à leur égard. Ils sont fatigués, ils s'allongent. Ils sont moins bien, ils le disent. Ils ont besoin d'aide, ils demandent. C'est-à-dire qu'ils ont cette bienveillance à leur propre égard. Et ça, nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire en Occident. Et donc ça aussi, être bienveillant avec soi-même. Accepter qu'il y a des jours où on va moins bien. Et pouvoir le dire, pouvoir l'accueillir. Pas le repousser. On a tendance à vouloir repousser, nous, à dire non, je dois pas être comme ça. Ben non, faut se laisser traverser en fait. Donc tu vas continuer de transmettre tout ça aussi, c'est dans ton projet de vraiment, continuer ça de m'anime. transmettre. C'est quelque chose qui m'anime. Je crois que j'aime l'autre en fait. Tu vois, j'aime l'autre et j'aime la transmission dans ce qu'elle a de richesse d'échange en fait. C'est-à-dire que la transmission, ce n'est jamais à sens unique. Moi, je crois que dans toutes les rencontres qu'on peut faire, on a des choses, des messages à se transmettre les uns les autres. Et oui, de ce que m'a appris ma vie, et puis de ce que m'ont transmis les Maasai, j'ai envie de continuer à transmettre, bien sûr, vraiment, c'est ce qui m'appelle là-bas en fait. Donc on pourra retrouver, peut-être tu as une page Facebook, on communiquera sur... alors il suffit suivre, alors là ma page Facebook, c'est pour le moment c'est mon nom et mon prénom, Alexandra Dugast, avec Nenkai en dessous, parce que c'est mon prénom Maasai. Et voilà, bien sûr, je vais continuer à donner des nouvelles, et même quand je serai là-bas, je continuerai à donner des nouvelles, parce que je crois que, en fait, dans la transmission, il y a aussi l'idée de pouvoir inspirer l'autre, si ça peut aider certaines personnes à oser, à rêver, et à passer des caps et à être inspirées par cette histoire-là. Alors oui, alors bien sûr que je vais continuer à partager. Un livre aussi peut-être un jour ou... Ah, tu dis, est-ce que je vais écrire un livre? Alors c'est marrant, c'est pas la première fois qu'on me pose la question. Alors déjà, il y a un livre qui est en fait qu'on a coécrit avec Xavier. Je ne sais pas du tout si ce livre sera édité en fait. En tout cas, on l'a coécrit. Pour moi, ça a été un jeu. J'attends rien en fait de ce livre. Par contre, à l'intérieur, j'y ai mis justement tout ce que les épreuves ont fait, tout ce que ça a pu m'enseigner. C'est un roman, c'est sous forme de roman. Un roman tout simple en fait, mais moi je pense qu'il est sympa. Après, voilà, je sais pas du tout s'il sera édité. Après, on m'a aussi demandé ça par rapport à ma fille, par rapport à l'histoire de la radicalisation puis de la sortie. Je sais pas, Gwen. Je ne sais pas. Bon. Rien n'est impossible. Voilà, rien n'est impossible. Mais en tout cas, là aujourd'hui, c'est pas ce qui m'anime en priorité. Là, ce qui m'anime, c'est vraiment ce projet de partir et de vivre avec les Maasai et de construire notre projet aussi. Et voilà,
de continuer à transmettre ça. Après, je sais pas du tout ce que la vie me réserve. Je crois que normalement, j'ai encore des longues années devant moi, donc voilà, on verra peut-être. Mais je suis plus à l'aise dans la transmission orale, je crois. Oui. Bah, d'ailleurs, j'ai pas posé beaucoup de questions parce qu'en fait, tu as répondu à toutes les questions que j'aurais pu imaginer poser. Donc voilà. Bah, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bah oui, merci. Merci à toi, merci la vie. Alors en Maasai, on dit Haché Nkishui, pour dire merci la vie. Et puis évidemment, merci aux Maasai. Et voilà. Et puis voilà. Merci aux gens qui vont écouter et qui auront envie de participer aussi à nous accompagner par une aide financière. Voilà, merci. Je crois que c'est le mot de la fin, c'est cette gratitude infinie pour la vie en fait. Bon, voilà. Le mot de la fin. Le mot de la fin, il faut vivre ses rêves. Il y a un moment où il faut vivre ses rêves. Oui. Vraiment, je crois, mettre tout en œuvre pour vivre ses rêves. Repérer en fait ce qui anime, ce qui te donne de la joie dans ton cœur et savoir que ce qui te donne de la joie dans ton cœur, c'est ton chemin en fait. Oui. Voilà. C'est bon, un bon conseil. Merci beaucoup. Merci à toi Gwen, merci beaucoup. On vous remercie d'avoir écouté cette nouvelle interview et puis voilà, que cela va vous inspirer pour oser vivre vos rêves. À très bientôt sur Gwem TV. Au revoir. Au revoir. like a bird on a tree. I'm just sitting